Vous écoutez l'URTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, les titres. Visite des ministres en charge des affaires étrangères et de la défense en Mauritanie. Abdoulaye Diop et le colonel Sadio Kamara sont arrivés ce matin à Nouakchott. Ils sont porteurs d'un message du président de la transition, colonel Assimi Goïta, à son homologue mauritanien. Mais ils profiteront de l'occasion pour évoquer avec leurs hôtes les questions de défense et de sécurité. La phase communale du dialogue intermalien s'achève ce lundi en attendant les recommandations qui ont été formulées par les participants. Le président du comité de pilotage se félicite des débats francs et directs qui ont marqué les travaux dans certaines communes qu'il a visitées. Depuis hier, la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mai au Tchad, le président de la transition Mohamed Idriss Déby et son premier ministre Succès Masra, tous les candidats ont ouvert les balles. Le premier a fait une démonstration de force en rassemblant des milliers de personnes dans la capitale, Djamena, où le second a organisé une grande caravane. C'est le calme au Proche-Orient au lendemain de la riposte de l'Iran qui a lancé 300 drones et missiles sur le territoire israélien samedi soir. Mais les deux grands rivaux de la région s'accusent mutuellement d'être la menace pour la paix. Sport football, le stade malien de Bamako, le Djeliba, l'AS Bagaria et Afé sont les 4 équipes demi-finalistes de la Coupe du Mali édition 2024. La 22e journée du championnat de Ligue 1 se poursuivait hier. Le stade Mamadou Konaté rénové sera inauguré demain mardi. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition. Mise en onde par Assan Kamara et Alassane Traoré et mise en ligne par Sekou Traoré. Les ministres des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop et son collègue de la défense et des anciens commandants, le colonel Sadio Kamara, sont arrivés ce matin à Nouakchott, capitale de la République islamique de Mauritanie, pour une visite de quelques heures. Ils ont été accueillis par les ministres des Affaires étrangères, de la coopération internationale des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Ould Marzouk, et le ministre de la Défense nationale, Onana Ould Soudi, ainsi que l'ambassadeur du Mali en Mauritanie. Les ministres maliens sont porteurs d'un message du président de la transition, colonel Assimi Goïta, au président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani. Ils seront reçus par le chef d'État mauritanien et les échanges porteront sur le renforcement de l'axe Bamako-Nouakchott, notamment la coopération dans les domaines militaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux à Nouakchott, Ousmane Daou et Sidiki Ibalo. En attendant, sachez qu'ici au Mali, la phase communale du dialogue intermalien prend fin ce lundi après 3 jours de travaux. Des travaux marqués par des échanges francs directs, souvent où les constats faits par le président du comité de pilotage qui a sillonné quelques communes hier. Il se félicite d'avoir trouvé sur place des populations engagées et soucieuses du devenir du pays. Nous écoutons le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale, Ousmane Issou Maïga, est au micro d'Aridou Matina. On a été en commune 5, commune 6, Kalabankoro, à Kati, à Tienfala, à Gabokro droit. Nous avons rencontré les populations engagées, des populations soucieuses du devenir de leur pays. Nous avons trouvé des populations qui ont engagé des dialogues francs, directs, pour trouver des solutions aux différents problèmes qui assaillent notre pays. Le message était un message de paix, un message de solidarité, un message de vivre ensemble. Et qu'il est temps que l'ensemble des Maliens acceptent de se donner la main, sans tenir compte des vicissitudes politiques. Le président du comité de pilotage parlait tantôt de l'engagement des populations, des propos confirmés par le maire de la commune de Farakala dans la région de Sigassou, qui constate que les participants sont très engagés. Son collègue de la commune d'Alafia dans la région de Tombouctou estime que la participation est à hauteur des souhaits. Baber Sandogo et Yaya Konta ont été joints hier au téléphone dans 13h dimanche par Ibrahim Traoré. L'initiative déjà elle est solitaire parce que ça permet aux uns aux autres d'être au parfum de certaines informations et de participer même à la vie active de la nation et parler de questions de dialogue, de paix, de cohésion.
tout ce qui peut miner notre développement, tout ce qui peut concourir vraiment à l'entente, à la cohésion et à l'émergence même de notre nation. Donc les participants sont très engagés, très émus, et puis ils sont en train de donner le meilleur d'eux-mêmes pour s'exprimer, pour que la nation même sache à partir de nos localités qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent. Donc ils sont en train de mettre tout ça sur papier. Et j'avoue que la participation est en tête de souhait parce que le nombre prévu est carrément dépassé. Et nous sommes obligés d'accepter les citoyens quand ils veulent venir vraiment poser, dire leurs préoccupations. En fonction des 5 thématiques, nous avons réparti les participants en 5 groupes de travail. Donc pour moi, tout se déroule très bien et nous sommes une commune de sédentaires, de nomades. En tout cas, toutes les couches sont là avec nos partenaires, les services techniques, les jeunes, les femmes et vraiment toutes les corporations sont représentées. Et j'avoue que les débats sont riches et la parole est donnée à tout le monde. À l'intérieur du pays, près de 200 enseignants du niveau secondaire général suivent présentement une formation de 5 jours à Ségou, formation qui porte sur la prévention de l'extrémisme violent, la promotion de l'état des droits et les concepts liés au genre. Les participants viennent des académies de Ségou, Koutiala et Sam. La formation est une initiative du ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de la pédagogie en partenariat avec l'UNESCO. C'est ce que nous dit Amidou Diallo depuis Ségou. Prévenir l'extrémisme violent en milieu scolaire, c'est le centre d'intérêt de cette formation de 190 enseignants du niveau secondaire général venus des académies de Ségou, Koutiala et Sam. Une formation initiée par le ministère de l'Éducation nationale à travers la Direction nationale de la pédagogie sur financement de l'UNESCO. Dr Bagara Koulibaly, chef de division programme scolaire à la Direction nationale de la pédagogie. Cette formation était vraiment attendue. C'est compte tenu du contexte que les pays du Sahel en général vivent et que notre pays, le Mali, vit. Aujourd'hui, beaucoup d'apprenants qui ne vont pas à l'école et suite aux problèmes liés à l'insécurité. Donc, raison pour laquelle le département d'éducation, à travers les partenaires UNESCO, dans le cadre du projet KPD, a élaboré un outil qu'on appelle le guide, en tout cas de formation du professionnel de l'enseignement secondaire, pour prévenir efficacement les violences. Amadou Guité, représentant du bureau de l'UNESCO. Les efforts déployés par l'UNESCO dans ce domaine contribuent à la réalisation de l'objectif de développement durable portant sur l'acquisition d'ici 2030 par les élèves des connaissances et compétences nécessaires pour promouvoir le développement durable. Durant 5 jours, ces enseignants évoluant dans les zones affectées par la crise renforcent leurs capacités en matière de promotion de l'état des droits et des concepts liés au genre. Itous Ag Mohamed Ekinan, DAE Ségou. Je ne doute pas que vous accorderez la plus grande attention à ces séances dont la qualité dépendra de votre engagement, de votre sens de l'écoute, de votre participation active et de votre expertise en tant que professionnel de l'éducation et de la formation. Au dire des initiateurs, la dite formation DGM du genre va concerner d'autres localités du Mali, cela en vue de promouvoir la culture de la paix et de vivre ensemble en milieu scolaire. Ségou, Amidou Diallo et Bassi Traoré pour l'ORTM. À l'étranger, au Tchad, la campagne pour l'élection présidentielle du 6 mai a débuté hier. Des présidents de la transition Mohamed Idriss Déby et la coalition pour un Tchad uni dont il est le candidat ont organisé hier après-midi un grand meeting sur la place de la nation à Djamena, rassemblant des milliers de personnes. Mohamed Idriss Itno a promis de construire des écoles, 7000 km de routes, diversifier l'économie, investir dans l'agriculture et 100% d'électricité pour l'ensemble du pays. L'ancien opposant devenu Premier ministre, Succès Masra, a quant à lui organisé dans la matinée une grande caravane à travers la capitale Djamena. Il s'est dit porteur d'un message d'espérance, affirmant qu'il est celui qui peut transformer l'impossible en possible. Ce sont ses propres termes. Il promet pour chaque village l'éducation, l'eau, l'énergie et du travail pour les jeunes. Au total, 10 candidats briguent la magistrature suprême au Tchad. Une conférence humanitaire internationale sur le Soudan s'est ouverte ce matin à Paris, en France. Les organisateurs veulent récolter plus d'1 milliard d'euros de dons pour venir en aide à ces pays, déchirés depuis 1 an par une guerre entre deux généraux qui a fait plusieurs milliers de morts et 8,5 millions de déplacés. Il s'agit de trouver des moyens de pression sur les belligérants afin d'acheminer l'aide humanitaire. À l'ouverture de la conférence, plus de 840 millions d'euros d'aide au Soudan ont été annoncés. Prennent part à cette rencontre des ministres européens, des représentants des États voisins et des pays impliqués dans la médiation.
Aux États-Unis, le procès pénal de l'ancien président Donald Trump s'ouvre aujourd'hui à New York. Il comparaîtra devant la justice pour des paiements visant à acheter le silence de Stormy Daniels, actrice de film X, avant l'élection présidentielle de 2016. L'inculpation porte sur 34 accusations de falsification des documents comptables de la Trump Organization visant à dissimuler ses paiements lors d'un meeting en Pennsylvanie samedi dernier. Trump a de nouveau dénoncé une persécution judiciaire et politique, assurant à ses partisans qu'ils témoigneraient au procès. Proche-Orient, un calme précaire prévaut ce lundi dans la région après la riposte de l'Iran qui a lancé dans la nuit de samedi à dimanche plus de 300 drones et missiles sur le territoire israélien. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence hier pour condamner les attaques et appeler les deux parties au calme si le monde redoute une contre-attaque de Tel Aviv. L'Iran et Israël s'accusent mutuellement d'être la menace pour la paix. C'est un dossier de Soumaïla Berti. Un mot de santé pour parler de cet essai intitulé « Prévenir ou mieux vivre avec le diabète », un ouvrage écrit par Dr Bongana Maïga, médecin nutritionniste, épidémiologiste du diabète, lors du lancement de ce document qui indique comment éviter la maladie et vivre longtemps quand on est déjà atteint. Il invite les uns et les autres à un régime alimentaire strict. Compte rendu Fadema Keïta. Dans Prévenir ou mieux vivre avec le diabète, essai de 258 pages, Dr Bonkana Maïga, médecin nutritionniste et épidémiologiste du diabète à la faculté de médecine et d'odontostomatologie, donne entre autres réponses à la problématique de la prévention et de gestion efficace du diabète au Mali. Dans sa contribution à la lecture médicale, il nous invite à veiller aux facteurs de risque, notamment les aliments sucrés, les boissons, les cubes et l'excès de sel. Dr Bonkana Maïga, médecin nutritionniste, auteur du livre Prévenir ou mieux vivre avec le diabète. On a ce qu'on appelle les facteurs de risque qu'on peut modifier et les facteurs de risque qu'on ne peut pas modifier. Et notre sensibilisation se focalise beaucoup sur ces facteurs de risque modifiables, parmi lesquels on a l'alimentation et on a tout ce qui est activité physique et autres comportements associés qui favorisent la survenue de ces maladies ou la survenue des complications une fois la maladie installée. Nous mettons l'accent sur la notion de l'équilibre en fait et aussi de rationaliser et d'avoir parmi les catégories d'aliments, les aliments que nous préconisons le plus, que les gens doivent le plus intégrer dans leur alimentation, c'est les fruits et les légumes. Dr Ablaï Kone est responsable du programme médecin nutritionniste. Beaucoup d'informations qui peuvent aider tant les professionnels que les diabétiques, en tout cas à réguler leur affection. Et aussi un guide pour les praticiens, les médecins. Un contrôle des produits alimentaires à l'entrée s'impose selon les médecins participants. Dr Mamadou Keïta, secrétaire général du Conseil national de l'ordre des médecins du Mali. C'est vrai, les produits ne sont pas contrôlés, ainsi de suite. Mais ce que nous pourrons dire et ce que nous pourrons tirer comme enseignement, c'est que nous devrons jeter un œil dans le rétroviseur. On se livre à des alimentations, peut-être nous réconfortent dans notre bien-être, mais en réalité, ça ne nous fait pas du bien. Et nous devrons être à l'écoute des agents de santé. Les statistiques de la Fédération internationale du diabète fournies dans l'essai sont inquiétantes. En 2021, 425 millions de personnes vivaient avec le diabète. Sur 10 personnes, une est atteinte de la maladie. Le taux de prévalence du Mali serait de 5%. On revient sur la situation au Proche-Orient. Un calme précaire prévaut ce lundi dans la région après la riposte de l'Iran qui a lancé dans la nuit du samedi à dimanche plus de 300 drones et missiles sur le territoire israélien. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence hier pour condamner les attaques et appeler les deux parties au calme si le monde redoute une contre-attaque de Tel Aviv. L'Iran et Israël s'accusent mutuellement d'être la menace pour la paix. C'est un dossier de Soumaïla Berti. Si ce lundi matin, aucune attaque n'a été signalée entre l'Iran et Israël, le monde retient son souffle et demande aux deux belligérants d'aller à la désescalade. Dimanche, après l'attaque massive de plus de 300 drones et missiles lancés par l'Iran sur le territoire d'Israël, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni d'urgence pour tirer la sonnette d'alarme sur un risque d'embrasement de la région du Proche-Orient. S'exprimant lors de ce conseil, le secrétaire général Antonio Guterres a condamné à la fois l'attaque iranienne et la frappe contre le consulat iranien à Damas, soulignant les principes d'inviolabilité des établissements diplomatiques.
et d'avertir que le Moyen-Orient est au bord du précipice. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, les deux parties se sont accusées mutuellement d'être la menace pour la paix. L'Iran a affirmé n'avoir pas eu d'autre choix que d'exercer son droit à l'autodéfense en lançant des centaines de drones et de missiles vers Israël, qui a pour sa part réclamé toutes les sanctions possibles contre Téhéran. L'attaque iranienne a été un succès, juge Téhéran. Par contre, selon le porte-parole de l'armée israélienne, l'attaque a été déjouée et que 99% des tirs ont été interceptés. Si Israël a pu compter sur ces différents systèmes de défense, comme le dôme de fer, plusieurs pays sont impliqués dans l'aide apportée à Tel Aviv pour contrer l'attaque. Il s'agit notamment des États-Unis, de la Jordanie et du Royaume-Uni. Dès samedi soir, le président Joe Biden avait déclaré que les forces américaines avaient contribué à abattre presque tous les drones et missiles tirés par l'Iran vers Israël. La Jordanie, pays voisin d'Israël, a intercepté des engins volants ayant pénétré son espace aérien lors de l'attaque, a indiqué dans un communiqué du gouvernement jordanien. De même, le Royaume-Uni a apporté son aide à Israël en envoyant plusieurs avions supplémentaires de la Royal Air Force et des ravitailleurs en vol dans la région, a déclaré son ministère de la Défense. C'est dans ce contexte que la menace d'une riposte de Tel Aviv est redoutée. Et Téhéran met en garde à nouveau, affirmant que si jamais Israël décide de riposter soit contre son sol, soit contre ses bases à l'étranger, notamment en Syrie, sa réponse sera encore plus vaste que l'attaque de la nuit de dimanche. Ce générique annonce la page sport, une page sport présentée en direct par Foutigui Tungara. Foutigui Tungara, bonjour. Bonjour Chaka Konaté, bonjour à tous. Le stade Mamadou Konaté rénové sera inauguré demain mardi. Oui, en rénovation depuis 18 mois, le stade Mamadou Konaté sera officiellement inauguré demain mardi dans l'après-midi aux environs de 15h30. Ce sera au cours d'une cérémonie solennelle qui sera aussi marquée par des actes majeurs. D'abord, la coupure du ruban symbolique par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Puis par un match de gala qui va donc opposer les sélections nationales U17 et U20 du Mali. Alors, à quoi ressemble désormais le stade Mamadou Konaté? Qu'est-ce que cette rénovation a permis d'échanger? Élément de réponse avec le responsable du suivi des infrastructures sportives, le haut fonctionnaire de défense auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Modibo Namatraoré, que nous avons joint au téléphone. L'inauguration du stade Mamadou Konaté rénové, pas réhabilité mais rénové surtout. Donc ça veut dire qu'on a tout repris concrètement au niveau du stade Mamadou Konaté et on a rajouté quelques touches, notamment créer un plateau sportif en dehors. Donc la rénovation a consisté à remplacer complètement le gazon synthétique, à renforcer la tribune Est qui était même en banco. Donc maintenant on l'a refait toujours en béton armé, des vestiaires répondant aux normes internationales. Il y a eu des salons VVIP, salons VIP et puis des salons simples qui ont été construits au stade. Ensuite, un tableau électronique performant, des pistes d'athlétisme tout autour du terrain et puis on a construit un plateau sportif, ça veut dire un terrain de basket, un terrain de handball. Et dehors, en allant vers les rails, on va mettre un plateau sportif. Il y a même un terrain de Maracana qui est prévu là-bas. Donc ça veut dire en gros que tout a été refait, tout a été rénové et répondant aux normes. Championnat national de Ligue 1 malien de football, la 22e journée se poursuivait hier avec 3 matchs Foutigui. Oui, et le plus en vue était celui qui a opposé Afrifoot Elite AFE au champion sortant Real de Bamako en totale perte de vitesse ces derniers temps, ce qui n'est évidemment pas de nature à assurer le résultat et garantir une certaine constance dans la dynamique positive qui lui a permis de reconquérir la saison dernière le titre de champion du Mali après plus de 3 décennies de disette. Cependant, mené 2-0 hier par les centristes de AFE, les Scorpions ont néanmoins réussi l'exploit de s'accrocher en toute fin de partie pour sauver un précieux point. Le Djulba AC a profité donc de ce faux pas de son dauphin pour conforter son fauteuil de leader en assurant le service minimum. 1-0 devant ATS de Koro. Le 11 créateur de Nyarela s'est incliné devant l'US Bougouni 1-0. L'une des meilleures opérations de cette 22e journée a été réalisée par l'AS Bakardian et Barawili. Les Cavaliers ont rossé samedi les Sauvés par les scores de 4-1. De son côté, l'USFAS s'est imposé 2-0 devant l'US Bougouba. Black Star de Badalabougou et l'AS Police ont fait match nul 2 buts partout. Cette 22e journée du championnat national de Ligue 1 malien de football s'achève mercredi avec 2 rencontres. Le stade malien de Bamako affrontera Binga FC à partir de 16h au terrain du Real. L'US Kita jouera contre Asco à 16h15 au terrain du stade malien de Bamako. Coupe du Mali de football, tous les clubs qualifiés pour les demi-finales sont enfin connus. Oui, c'est à l'issue donc du dernier quart de finale qui a mis aux prises
hier le Stade Malien de Bamako et l'association sportive de Korofina ASCO. Les Blancs ont fait honneur à leur statut de favori en disposant des orages 2-1. L'équipe de Trois Caïmans s'est qualifiée ainsi pour les demi-finales de Dame Coupe du Mali. Le Stade Malien de Bamako retrouve au Carré son grand rival, le Djolba AC, tout comme d'ailleurs l'AS Bakadiani Baraouli et a fait déjà qualifié depuis quelques semaines. Selon une source bien introduite au niveau de la FEMA Foot, la date pour le tirage au sort des demi-finales sera fixée ce lundi par la Fédération malienne de football. Les quarts de finale et retour de la Ligue des champions d'Europe de football commencent demain mardi. Oui, match au bout desquels on aura les premiers qualifiés pour les demi-finales de la Champions League européenne 2024. Demain mardi, le FC Barcelone accueillera le PSG à partir de 19h. À l'aller, les Catalans sont allés s'imposer 3-2 au Parc des Princes à Paris. Le Borussia Dortmund recevra Atlético Madrid à 19h également. À l'aller, les Espagnols ont gagné 2-1 à domicile. Les deux derniers quart de finale, donc retour se joue mercredi avec à l'affiche Bayern Arsenal à 19h, aller 2 buts partout. Manchester City Real Madrid à 19h également, aller 3 buts partout. Ce qui veut tout simplement dire que ces quarts de finale retour de la Champions League européenne reste encore très ouvert. Merci Fouti Tungara pour cette page sport bien fournie. C'est donc la fin de cette édition réalisée par Bourama Traoré, présentée par Siaga Konaté, mise en onde par Astan Kamara et Alassane Traoré, mise en ligne par Segou Traoré. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Restez à l'écoute pour pouvoir suivre dans quelques instants les avis et communiqués. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.